Donc bonjour à tous, donc moi je me présente, je m'appelle Benoît Chassin et je suis directeur de recherche à l'INSERM au sein de l'Institut Cochin à Paris. Et donc je voulais déjà commencer par remercier le professeur Mathilde Touvier de m'avoir invité à présenter un petit peu nos travaux aujourd'hui sur les interactions entre microbiote intestinal et additifs ultra-transformation en lien avec la santé humaine. Ok, donc comme je le disais, nous on va parler un petit peu microbiote intestinal, additifs alimentaires et liens en santé. Alors je vais commencer par une relativement brève introduction sur ce qu'est le microbiote intestinal et pourquoi on l'étudie, quelle est un petit peu son histoire, etc. Puisque c'est quelque chose qui n'était pas encore traité dans le cadre de ce cours. Et ensuite, on enchaînera un petit peu avec les liens avec transformation et liens en santé humaine. Alors déjà, concernant le microbiote intestinal, ce qu'il faut bien garder en tête et toujours garder vraiment à l'esprit, c'est que c'est un champ de recherche qui est vraiment très très récent et très très nouveau. Donc c'est un champ de recherche qui est très très actif. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur ce microbiote intestinal. Il y a beaucoup de recherches qui sont en train de s'accumuler. Mais quand bien même, on a encore beaucoup plus de questions que de réponses à l'heure actuelle sur ce microbiote intestinal. Et si on regarde un petit peu l'étude, l'évolution, donc ici en fait c'est un graphique qui représente le nombre accumulé de connaissances, si on veut un petit peu synthétiser les choses, au cours du temps sur le cerveau, le foie. Vous voyez que là, il y a vraiment une accumulation des connaissances depuis ces 70 dernières années sur ces deux organes. Et si on regarde sur le microbiote intestinal, qu'on appelait avant la flore intestinale, vous voyez que c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Et le nombre de connaissances, le nombre de données accumulées sur ce champ thématique du microbiote intestinal est vraiment quelque chose de très récent et très nouveau. Alors quelques chiffres, on a à peu près bientôt 70 millions, 7 millions, pardon, un petit peu plus de 7 millions et demi, bientôt 8 millions d'humains sur Terre, 7 milliards, pardon, 67 millions, bientôt 70 millions en France, décidément. Et ben, si on regarde maintenant les bactéries, virus et champignons qui colonisent votre intestin, donc chaque intestin individuel ici dans cette pièce, on est à peu près à 100 000 milliards de bactéries, de virus et de champignons par intestin. Donc vraiment une communauté microbienne, une communauté de micro-organismes qui est vraiment très riche. Et si on regarde un petit peu la quantité de bactéries, virus et champignons qui est contenue dans 1 gramme de matière fécale, alors 1 gramme de matière fécale, c'est à peu près une cuillère à café. Donc là, vous êtes tous en train d'imaginer ce que représente une cuillère à café de matière fécale. Et bien, on a dans cette cuillère à café de matière fécale autant de bactéries, virus et champignons que la Terre ne compte d'humains. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très riche, à la fois qualitativement et quantitativement. Je vais passer un petit peu sur ces détails-là, mais à l'heure actuelle, la matière fécale des mammifères, des animaux et notamment des mammifères sur Terre est l'écosystème le plus riche qu'on connaisse à la surface de la Terre. C'est là où on a le plus d'êtres humains au millimètre cube qu'on puisse identifier sur Terre à l'heure actuelle. Et donc on estime qu'on héberge, que chacun d'entre nous héberge entre 3 et 4 kilos de bactéries, virus et champignons au sein de notre intestin. Donc si je fais une estimation grossière, tout de suite ça fait à peu près 5 quintaux de bactéries qui m'écoutent. Donc je leur souhaite la bienvenue pour ce séminaire. Alors bien sûr, je parle de matière fécale puisque c'est vraiment là où le microbiote est le plus riche, dans le tractus gastro-intestinal. Je passe un petit peu sur les détails, mais c'est principalement parce qu'il y a beaucoup d'aliments pour ces bactéries. Il y a une anaérobiose, aussi l'absence d'oxygène, et ça, beaucoup de bactéries adorent l'absence d'oxygène, et au sein de notre intestin, on n'a plus du tout ou très peu d'oxygène, et ça, les bactéries adorent. Il y a aussi de l'humidité, 37 degrés. Tout est réuni pour vraiment que les bactéries soient là, bien au chaud, nous colonisent en quantité assez astronomique, comme je le disais. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas le seul endroit, et en fait, toutes les parties de notre corps qui sont en contact avec l'extérieur, qui sont contaminées, qui sont en présence avec l'environnement, sont en fait colonisées, contaminées par des bactéries, des virus et des champignons. C'est le cas de nos cheveux, notre nez, tout le tractus pulmonaire, les poumons, etc., le tractus vaginal chez la femme aussi, qui est colonisé par une flore endogène qui joue de nombreux rôles en santé, on va pas en parler aujourd'hui, mais il y a aussi tout un tas de données qui sont en train de s'accumuler sur ces flores-là, la flore de la peau aussi qui joue un rôle dans beaucoup de pathologies, notamment le psoriasis. Donc voilà, toutes ces organes de l'organisme qui sont en contact avec l'extérieur sont vraiment colonisés par une multitude de bactéries, de champignons et de virus. Alors vraiment très brièvement, comme je le disais, ce sont des bactéries, des virus et des champignons qui nous colonisent, à la fois très importants quantitativement, c'est-à-dire que leur nombre est assez important, mais aussi qualitativement. Alors je vais passer un petit peu encore une fois, le but ici ce n'est pas de faire 1 heure de présentation sur le microbiote, mais aussi donc très riche quantitativement, mais aussi qualitativement, puisqu'on estime que chacun d'entre nous
est colonisé par entre 100 et 500 espèces bactériennes différentes. Certaines sont communes, il y a des espèces bactériennes qu'on qualifie comme faisant partie du pan-microbiote, c'est-à-dire que très probablement l'intégralité des gens ici dans cette pièce ont ces bactéries-là. Je peux vous en citer quelques-unes, telles que Faecalibacterium prosnitzi, qui est une bactérie qu'on considère comme étant faisant partie du pan-microbiote, et Escherichia coli aussi, très probablement 97-98% des gens qui m'écoutent ici aujourd'hui sont colonisés par Escherichia coli. Il y a d'autres bactéries qui sont beaucoup plus spécifiques, et il y a même certaines bactéries qui vont vous être entièrement et purement spécifiques. Vous êtes les seuls à les avoir dans cette pièce ici aujourd'hui. Et donc quand on met tout ça en combinaison, on a vraiment une signature microbienne qui est particulière et qui est spécifique à chaque individu, de telle manière que si j'analyse le microbiote ici de l'intégralité des individus dans cette pièce aujourd'hui, je connais votre microbiote. Si on me donne un échantillon à l'aveugle, je serai capable de dire à qui il appartenait dans cette pièce, puisque vous avez, au sein de votre intestin, vous avez chacun un microbiote qui vous est propre et qui vous est complètement personnalisé, si je puis dire. Donc c'est pour ça qu'on qualifie beaucoup l'homme comme un super-organisme, tout simplement puisque l'homme ne peut pas vivre sans son microbiote. Un être humain sans microbiote, ça n'existe pas. On a des modèles souris, des modèles animaux sans microbiote, mais au niveau de l'homme, ça n'existe pas. Et inversement, un microbiote sans homme, à l'état mature et complètement fonctionnel, ça n'existe pas non plus. Donc l'un étant complètement indissociable de l'autre, on parle d'homme comme étant un super-organisme hybride entre le côté mammifère, l'homme, et la composante prokaryote constituée donc par le microbiote intestinal. Donc voici un petit peu comment ça se présente au niveau de l'intestin. Donc on a ici l'intestin qui forme un tube. Ici, je vous en ai présenté que la moitié. Donc on a un tube ici qui va de la bouche à l'anus et qui forme donc ce tube digestif. Et on a le microbiote ici qui est présent à l'intérieur de ce tube digestif avec encore une fois 100 000 milliards de bactéries au total, entre 100 et 200 espèces bactériennes au total qui jouent tout un tas de rôles à la fois bénéfiques mais qui peuvent aussi devenir plutôt négatifs pour leur hôte. Et un des aspects sur lequel je voulais un petit peu insister aujourd'hui et sur lequel je vais un petit peu insister quand on va en venir au lien entre additifs et microbiote concerne la présence ici d'une couche de mucus, vous voyez, qui est présente ici à la surface de l'épithélium. Je vous présenterai d'autres clichés bientôt. Et en fait, on sait que ce qu'on étudie vraiment au laboratoire plus précisément, c'est vraiment l'importance ici de cette couche de mucus qui nous permet de garder les rôles bénéfiques du microbiote et de nous affranchir des rôles plutôt pro-inflammatoires et négatifs de ce microbiote intestinal. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de données qui sont en train de s'accumuler sur le microbiote, où on le présente plutôt comme un organe ou comme un écosystème plutôt négatif, puisqu'on parle de microbiote et promotion d'obésité, microbiote et promotion de cancer, microbiote et promotion des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mais il faut bien garder en tête que c'est beaucoup plus complexe que ça et que le microbiote joue tout un tas de rôles très très importants en santé humaine. Donc il ne faut pas voir le microbiote comme un élément négatif uniquement, mais le microbiote joue vraiment tout un tas de rôles vraiment très très bénéfiques. Et donc ça nous fait penser alors c'est un petit peu moins à la mode, mais il y a quelques années, moi quand j'étais enfant, j'ai grandi dans un monde où on voulait tout aseptiser, il fallait faire des bains de bouche pour éliminer 99,9% des bactéries de la flore buccale. On est complètement sorti désormais de cette ligne conductrice-là, puisque vraiment on s'est rendu compte que tout cet écosystème microbien jouait tout un tas de rôles très très bénéfiques en santé, et il faut plutôt les conserver au lieu de vouloir les éliminer. Alors pourquoi quelques rôles bénéfiques, fortification de la barrière, protection contre les bactéries pathogènes, tout simplement parce que ces bactéries qui sont là, si elles sont là, elles sont bénéfiques, elles occupent la niche, et des bactéries plus négatives qui vont essayer d'arriver, de coloniser, elles ne vont pas y arriver, puisque la place est déjà prise, il n'y a plus de place pour que ces mauvaises bactéries s'implantent, et donc on est protégé contre ces bactéries pathogènes. L'exemple le plus connu étant probablement Clostridium difficile, qui est une bactérie qui, Clostridium difficile, si vous êtes infecté, très probablement dans votre vie, vous allez être infecté par Clostridium difficile. Votre flore endogène, votre microbiote endogène va complètement vous protéger contre cette bactérie puisqu'il n'y aura pas la place pour que cette bactérie colonise. Tout un tas de rôles aussi très très importants en métabolisme, puisque notamment quand on dit qu'il faut manger beaucoup de fibres solubles dans l'alimentation, les fibres solubles, l'hôte, les cellules ici, sont pas capables de les digérer. Il nous faut un microbiote du coup pour pouvoir les digérer, les dégrader en petites molécules, les acides gras à chaîne courte notamment. On a aussi un rôle dans le métabolisme, notamment avec la production de certaines vitamines que nous, notre intestin ne peut pas produire. Et ce sont les bactéries ici du microbiote qui vont produire ces vitamines qui sont très très importantes pour la bonne santé digestive, mais aussi humaine d'une manière plus générale.
Et on a aussi un rôle très très important concernant la maturation du système immunitaire, et ça on s'en rend bien compte avec des souris sans microbiote. Ces souris sans microbiote, on s'est rendu compte récemment qu'elles avaient un système immunitaire qui était complètement défaillant, elles n'étaient pas du tout préparées à affronter toutes sortes d'infections. Alors ça, ce sont vraiment des aspects à garder en tête quand on parle du microbiote, c'est-à-dire ces rôles bénéfiques et ces rôles importants joués en santé humaine, mais il ne faut pas non plus oublier les risques qui sont associés au microbiote intestinal, et notamment, et c'est un aspect que je vais mentionner un petit peu dans ma présentation, cette capacité ici par certains microbiotes et certains membres de l'écosystème microbien à coloniser la couche de mucus. Et bien dans ce contexte-là, on va pouvoir avoir un microbiote qui va devenir plutôt délétère, avec la promotion de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies de Crohn, rectocolite hémorragique, promotion du cancer du côlon, notamment avec certaines bactéries qui peuvent exprimer des toxines qui vont favoriser la survenue ou la chronicité du cancer du côlon. Et d'autres pathologies qui sont assez intéressantes, puisque plus éloignées de l'intestin, hein, ici, maladie inflammatoire chronique de l'intestin et cancer du côlon, on est vraiment dans l'organe, donc on peut arriver assez facilement à comprendre ces liens étroits entre l'organe lui-même et la biomasse qui le colonise. Mais vous voyez aussi qu'on s'intéresse de plus en plus à des pathologies dites extra-intestinales, hein, l'obésité, diabète, les arthrites, anxiété, dépression aussi, qui elles aussi, on a vraiment tout un tas de données qui sont en train de s'accumuler, montrant le lien entre ces pathologies et des altérations de la composition et de la fonction du microbiote intestinal. Alors comme je le disais, vraiment une brève étude que je voulais vous présenter, puisque c'est vraiment grâce aux travaux de 7 hommes que beaucoup de recherches sur le microbiote ont pu démarrer il y a maintenant une vingtaine d'années. Jeffrey Gordon, un chercheur aux États-Unis, qui a eu l'idée un petit peu folle il y a 20 ans, au tout début des années 2000, de regarder quelle était la composition, c'est-à-dire quelles étaient les bactéries qui étaient présentes en fonction de différents statuts métaboliques chez l'homme. Et en fait, il s'est rendu compte clairement que le microbiote intestinal était appauvri, avait une composition qui était altérée. On perdait certaines bactéries chez des personnes obèses par rapport à des personnes qui étaient métaboliquement saines et qui n'avaient pas de problème d'obésité. Et Jeffrey Gordon a eu cette idée un petit peu folle. À l'époque, il a été beaucoup critiqué pour ses études, et c'est drôle de maintenant désormais de voir que c'est devenu un grand standard dans nos recherches. Il a eu cette idée un petit peu folle de prendre le microbiote de cette personne obèse-là et de le transplanter à une souris axénique, qui sont les souris, comme je le disais tout à l'heure, des souris sans microbiote. Donc on a des souris sans microbiote au laboratoire. Il a pris le microbiote ici de ces personnes obèses, transmis à des souris sans microbiote. Il a fait la même chose avec des microbiotes issus de personnes saines. Et en fait, il s'est rendu compte, et ça a été validé depuis dans de nombreuses études, nous y compris, il a pu montrer que le fait de transplanter un microbiote issu d'une personne obèse était suffisant à transplanter certains paramètres de l'obésité à la souris. Et inversement, la transplantation d'un microbiote issu d'une personne métaboliquement saine ne suffisait pas à transmettre l'obésité une fois que c'était transmis à la souris receveuse. Donc vraiment, ça a été un des premiers à montrer vraiment ce rôle central que peut jouer le microbiote en santé métabolique. Et depuis, on a aussi tout un tas de données montrant le rôle dans le cancer du côlon, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, etc., etc. Et du coup, ces données sont assez intéressantes aussi, puisque si on regarde le génome, hein, donc vous savez, désormais on connaît le génome humain, on peut séquencer votre génome. Si on regarde le génome de personnes à l'aveugle, on est capable de prédire l'obésité d'une personne à 60%, c'est-à-dire on est quasiment au niveau d'erreur, c'est-à-dire 50% ce serait une chance sur deux de se tromper, donc aucun pouvoir prédictif. 60%, on est légèrement au-dessus. C'est-à-dire que si j'analyse votre génome, je peux prédire votre obésité avec vraiment beaucoup de chances de me tromper. Si je fais exactement la même chose, mais cette fois avec un petit échantillon de sel que vous me confiez, et j'analyse les bactéries qui sont présentes dans votre microbiote, et bien en analysant la composition, la richesse et la présence de certaines bactéries clés dans le développement de l'obésité, je peux prédire si vous êtes obèse ou non avec une capacité de prédiction à 90%. Donc désormais, j'ai plus que 10% de chances de me tromper versus quasiment une chance sur deux avant. Donc vous voyez vraiment un petit peu tous ces travaux de Jeff Gordon qui ont vraiment lancé l'essor de la recherche sur le microbiote intestinal dans les récentes années. Alors je vais continuer un petit peu et faire la transition sur additifs et alimentation désormais, puisque maintenant ce qui est de très important pour nous, c'est de comprendre justement comment est-ce qu'on peut avoir cette double facette pour le microbiote intestinal, avec à la fois un impact très bénéfique en santé, avec une relation ici d'homéostasie, hein, donc une relation gagnant-gagnant entre notre microbiote et nous, et comment est-ce que cette relation peut parfois tourner au vinaigre, si je puis dire, et avoir une relation plutôt négative avec des bactéries qui vont coloniser la couche de mucus et conduire au développement de pathologies inflammatoires chroniques et de dérégulation métabolique. Et bien en fait, le modèle qu'on a un petit peu en ce moment
au laboratoire. Et encore une fois, ce ne sont que des modèles d'études, hein. On a encore beaucoup de choses à apprendre, étant donné que tout ça, ce sont des travaux assez récents. Le modèle d'étude qu'on a un petit peu, c'est vraiment que tout au long de notre vie, on va avoir des facteurs exogènes ou endogènes, une combinaison de facteurs exogènes et endogènes, qui vont pouvoir venir perturber, modifier, impacter notre microbiote intestinal. Et en fait, tout ce que vous consommez, le lieu où vous vivez, la pollution, la prise de médicaments, l'alimentation, etc., tout ça peut contenir des facteurs qui vont venir stresser, impacter, moduler, modifier votre microbiote intestinal. Et en fait, ce qu'il y a désormais un petit peu d'admis, c'est qu'on a un microbiote ici, que j'aime beaucoup cette représentation où on représente le microbiote ici avec cette bille, vous voyez cette bille violette, qui est dans un stade de stabilité, ici dans une petite bassine de stabilité, et ce microbiote est plutôt bénéfique pour la santé et promeut la bonne santé humaine. Et on va avoir, comme je le disais, tout au long de notre vie, une accumulation de facteurs qui vont pouvoir venir stresser, impacter, moduler, modifier, tuer certaines bactéries au niveau de notre microbiote intestinal, de manière à le faire passer à un stade, à une stabilité inférieure, à un microbiote altéré. Et encore une fois, on va voir, ça va être vraiment cette accumulation ici de perturbations qui va se mettre en place tout au long de notre vie et qui peut conduire, encore une fois, chez certains patients, chez certains individus, avec en plus des prédispositions génétiques, etc. Il ne faut pas oublier la complexité des choses, mais qui va pouvoir conduire chez certains individus à un impact très très négatif sur la santé humaine, notamment maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, diabète de type 2, etc. etc., etc. Et ce que j'aime beaucoup avec cette représentation, c'est non seulement on montre qu'il faut vraiment une accumulation de facteurs, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va prendre des antibiotiques tôt ou manger des aliments ultra transformés une fois dans notre vie qu'on va avoir un microbiote forcément altéré, ça va plutôt être une accumulation des choses. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette représentation, c'est que vous en conviendrez avec moi qu'il est beaucoup plus facile de passer d'un stade stable à un stade moins stable plutôt que l'inverse. Et ça, clairement, toutes les données, on ne comprend pas encore vraiment les mécanismes, mais toutes les données nous montrent vraiment qu'avoir un microbiote altéré, revenir en arrière et regagner de la diversité, regagner un microbiote bénéfique en santé, c'est quelque chose de très très difficile, quasiment impossible, tandis que impacter de manière négative son microbiote, avoir cette cascade infernale ici, c'est quelque chose malheureusement de beaucoup plus facile à mettre en place sur le microbiote intestinal. Donc voilà, pour en revenir un petit peu à ce qu'on fait au laboratoire, nous, ce qui nous intéresse vraiment beaucoup, c'est ce lien entre côté bénéfique et côté négatif du microbiote intestinal, et justement quels sont les facteurs environnementaux, alimentaires qui vont pouvoir réguler ce microbiote intestinal et le faire passer d'un rôle à des fonctions plutôt bénéfiques à des fonctions plutôt négatives. Et encore une fois, et je vais vous présenter quelques clichés tout de suite, ce qui nous intéresse beaucoup, ça va être la colonisation ici par ce microbiote et par certains microbiotes, par certains membres du microbiote qu'on appelle les invaders, leur capacité à coloniser ici la couche de mucus, se rapprocher de l'épithélium. Et à chaque fois qu'on a ce phénomène-là, c'est vraiment toujours associé à des pathologies à la fois en modèles animaux, mais aussi chez l'homme, comme je vais vous le montrer dans une petite minute. Donc voilà, c'est une autre manière de regarder les choses, hein, où on a ici, ça ce sont des vrais clichés, hein, donc on est vraiment au cœur du vivant. Ici, on est vraiment avec des clichés issus de souris, où on a ici la barrière intestinale de la souris. Ici, vous voyez en violet, on a la surface de l'épithélium, donc ça c'est la surface de l'intestin. Ensuite, ici, on a la lumière, hein, c'est-à-dire que là où circulent tous les aliments, le microbiote, etc. Et on a, comme vous le voyez, cette couche ici verte de mucus qui est vraiment très très importante et qui forme une espèce de gel à la surface de l'épithélium et qui est très très important pour garder les bactéries qui sont marquées ici en rouge. Donc tout ce qui est rouge, tous les petits points rouges ici, ce sont les bactéries du microbiote. Et vous voyez que cette couche de gel ici est vraiment très très importante pour garder les bactéries à distance de l'épithélium. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est désormais admis. Encore une fois, tout ça s'est accumulé sur les 20 dernières années. On sait très bien que ce microbiote, comme je vous le disais, joue tout un tas de rôles bénéfiques en santé humaine à une condition, c'est qu'il soit gardé à distance. C'est un petit peu une relation chien et chat, c'est-à-dire que ce microbiote joue tout un tas de rôles bénéfiques en santé, mais à une condition, c'est qu'il soit gardé sous contrôle, à distance, et surtout qu'il ne se rapproche pas trop de l'épithélium. Et inversement, vous le voyez clairement ici sur cet exemple, vous voyez clairement ici que la couche de mucus ne joue plus son rôle, on n'a plus cette zone de stérilité, on n'a plus ici cette zone démilitarisée, si je puis dire. On a vraiment des bactéries qui, cette fois, sont capables de pénétrer la couche de mucus, de se rapprocher. Et encore une fois, à chaque fois au laboratoire qu'on a des modèles qui conduisent à cet empiètement ici du microbiote, c'est toujours associé à une inflammation intestinale et c'est toujours associé à un impact négatif en santé humaine.
Alors on étudie tout un tas de facteurs au laboratoire qui permettent de passer d'un statut plutôt bénéfique ici à un statut, à une condition plutôt inflammatoire avec cet empiètement du microbiote, des modèles génétiques, des modèles qui manquent des fibres solubles. Enfin, moi, je vais passer un petit peu sur ces aspects-là. Mais un impact qui nous intéresse beaucoup concerne la consommation d'agents émulsifiants, qui est une classe d'additifs, comme l'a mentionné le professeur Touvier juste avant, très très largement utilisé par l'industrie agroalimentaire. Et en fait, on a commencé cette étude sur les liens agents émulsifiants, microbiote et pathologies digestives, tout simplement en se rendant compte qu'en fait, il y avait une symétrie et une adéquation parfaite, une corrélation parfaite entre le développement de l'industrie agroalimentaire, et notamment l'utilisation de certains additifs, et notamment les agents émulsifiants, et le développement de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin d'un point de vue géographique, où vous voyez que ces pathologies touchent principalement les pays qu'on appelle développés, avec l'Amérique du Nord, l'Europe, et c'est aussi sur ces pays-là où on a ce développement assez drastique de l'industrie agroalimentaire et l'utilisation d'additifs, et donc une corrélation à la fois géographique, mais aussi une corrélation temporelle, puisque si on regarde le développement de l'industrie agroalimentaire sur ces 70 dernières années, ainsi que l'augmentation de prévalence, donc ici il s'agit ici de la maladie de Crohn, et c'est une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on combine tout un tas d'études dans une seule et même étude. Et on voit clairement qu'au cours du temps, au cours de ces 70 dernières années, il y a une augmentation assez drastique dans la prévalence de ces pathologies. Donc on a initié ces travaux en 2012, au tout début de mon postdoctorat à l'université de Georgia State aux États-Unis, avec cette hypothèse que peut-être certains facteurs de l'industrie agroalimentaire pouvaient jouer un rôle justement dans le développement de ces pathologies inflammatoires chroniques. On s'est intéressé à certains additifs alimentaires que sont les agents émulsifiants pour plusieurs raisons, principalement parce que c'est vraiment une classe qui est très très largement utilisée par l'industrie agroalimentaire, et notamment parce que vraiment déjà à l'époque c'était cette interaction bactéries-mucus qui nous intéressait beaucoup, et les agents émulsifiants qui peuvent agir un petit peu comme des détergents. Hein. On avait émis l'hypothèse qu'ils allaient peut-être justement altérer cette localisation du microbiote au sein du mucus au niveau intestinal. Alors vraiment très très brièvement, parce que là encore ça a été très présenté de manière très claire par le professeur Touvier, que sont les agents émulsifiants? Alors, ce sont des agents de texture qui sont très très importants pour stabiliser les émulsions et améliorer les propriétés organoleptiques des produits transformés et ultra transformés. Et par exemple, hein, c'est pour ça, si vous prenez du peanut butter sans agent émulsifiant, vous allez avoir cette huile qui va se séparer ici. Ici, c'est un phénomène qui peut être complètement contrecarré par l'ajout d'agents émulsifiants dans le beurre de cacahuète, où cette fois-ci, l'huile va rester complètement homogène. Le mélange huile, non-huile, vont rester complètement homogènes au sein du produit transformé. Pareil hein, au niveau des crèmes glacées, des barres chocolatées, etc., etc. Donc les agents émulsifiants sont vraiment très très ubiquitaires au niveau des produits transformés, ultra transformés. Et ce qu'on s'est rendu compte, donc en traitant et en regardant, encore une fois, c'est vraiment ce qui nous intéresse, la localisation du microbiote chez des souris non traitées. Donc ici, on est dans le groupe de souris contrôle, donc des souris qui ont une alimentation normale dans une animalerie normale. Vous voyez qu'on est bien capable de retrouver ici ce no man's land, cette zone démilitarisée à la surface de l'intestin. Et les bactéries sont vraiment gardées à distance. Et ça, on sait que c'est très très important en bonne santé intestinale et en bonne santé métabolique. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que si on traitait les souris avec deux types d'agents émulsifiants bien différents de par leur structure et leur fonction, le CMC pour carboxyméthylcellulose et le P80 pour polysorbate 80, vous voyez que cette fois-ci, la couche de mucus ne joue plus du tout son rôle et on a un microbiote intestinal qui est capable de coloniser cette couche de mucus, de se rapprocher dangereusement de la surface de l'épithélium, et ça, on sait clairement que c'est associé à tout un tas de dérégulations inflammatoires et de problèmes métaboliques. Vous voyez ici, on a notamment une bactérie ici qui a été capable de pénétrer l'intégralité de l'épaisseur de la couche de mucus et est venue se poser directement à la surface de l'épithélium. Ici, vous voyez ce petit point rouge à la surface de l'épithélium. Et là, on sait très bien que tout ça, ça va être pas du tout toléré par l'épithélium intestinal. On va avoir l'activation de tout un tas de voies de signalisation pro-inflammatoire qui vont conduire à des dommages pour l'hôte. Et c'est en effet exactement ce qu'on a pu observer avec différents modèles. Alors je vais passer plutôt brièvement sur ces observations-là. En fait, ce qu'on a pu observer notamment en utilisant des souris qui sont génétiquement prédisposées à développer une maladie de Crohn. Donc c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui est malheureusement de plus en plus prévalente dans les pays industrialisés. On a des modèles souris qui développent en effet des maladies de Crohn. Et vous voyez clairement que quand on traite ces souris à l'eau, on a en effet ces souris qui développent, certaines de ces souris qui développent une maladie de Crohn avec une prévalence d'à peu près 30%. C'est-à-dire qu'on a à peu près 30% des animaux qui vont développer cette pathologie inflammatoire intestinale. En utilisant exactement les mêmes animaux dans la même animalerie, même sexe, même âge, même microbiote, etc., etc., mais en plus en les exposant
au CMC ou au P80, vous voyez qu'on a cette augmentation drastique de l'incidence de la colite chez ces souris de la maladie de Crohn. Donc on augmente à peu près à 80% l'incidence de la colite. Donc on a quasiment désormais l'intégralité des souris qui développent une inflammation intestinale chronique. Et en plus, ce qui n'est pas présenté ici, c'est que les colites ici qui étaient observées étaient bien plus sévères comparativement aux colites ici observées aux souris qui ne consommaient pas ces agents émulsifiants-là. Donc montrons clairement que la consommation d'un seul type d'agent émulsifiant, le CMC ou le P80, est suffisant à augmenter non seulement la prévalence et l'incidence de la colite, mais aussi la sévérité de la colite chez ces animaux. Alors ça a été le premier qu'on a publié, le premier papier qu'on a publié en 2015. Depuis, on a fait pas mal d'autres études dans d'autres modèles, notamment au niveau de la population générale, puisque ici, encore une fois, on était dans un modèle de maladie de Crohn. Alors c'est une maladie assez complexe, multifactorielle, qui nécessite aussi des facteurs génétiques, comme je le disais, mais on s'est aussi intéressé à des souris sauvages, c'est-à-dire sans aucune prédisposition génétique. Et en fait, quand on regarde au niveau de la population générale, donc sans aucune prédisposition génétique, on n'a pas de colite qui se met en place, mais par contre, on a quand même certains signaux inflammatoires qui sont mis en place et qui sont suffisants à promouvoir le développement de dérégulation métabolique chez ces souris. Vous voyez clairement que les souris traitées à l'eau prennent moins de poids ou prennent un poids normal, tandis que les souris traitées CMC P80 prennent plus de poids et développent aussi, ce n'est pas présenté ici, mais développent aussi certains paramètres de dérégulation métabolique et certains paramètres de diabète de type 2 et d'insulinorésistance quand elles sont traitées, encore une fois, uniquement au CMC ou au P80. Et on a d'autres études en cours sur stress, anxiété, cancer du côlon. Aussi, on était capable de montrer que la consommation de ces additifs favorisait la chronicité du cancer de côlon et la rapidité de l'évolution du cancer du côlon. Et on a aussi un papier en cours sur le diabète de type 1. On sait que c'est un diabète qui a une forte composante génétique, on sait que le microbiote intestinal peut aussi, lui aussi jouer un rôle, et on montre qu'en effet, le CMC ou le P80 est capable aussi, dans des modèles souris, d'accélérer la survenue du diabète de type 1 dans ces modèles souris. Donc d'un point de vue un petit peu plus mécanistique, je ne vais pas présenter les données qui nous ont permis de démontrer ça, mais on a pu vraiment montrer que c'était le microbiote qui était la cible directe de ces additifs alimentaires-là. C'est-à-dire que certaines bactéries du microbiote, on travaille encore un petit peu aux mécanismes associés, mais certaines bactéries du microbiote sont capables de détecter de manière spécifique ces agents émulsifiants et en conséquence vont pouvoir ici acquérir une capacité inflammatoire accrue, vont pouvoir coloniser la couche de mucus, se rapprocher de la surface de l'épithélium et comme je vous le disais, ça c'est vraiment quelque chose qui est pro-inflammatoire et qui va pouvoir conduire soit si on a des prédispositions génétiques au développement de colites, donc maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, soit si on n'a pas de prédisposition génétique à des dérégulations métaboliques telles que obésité et diabète de type 2. Alors bien sûr, se pose la question de la relevance chez l'homme. Alors on vient tout juste de publier un premier essai clinique randomisé chez l'homme concernant le carboxyméthylcellulose. Je vous en présenterai vraiment très brièvement les données dans quelques minutes. Mais déjà, on avait vraiment des données qui commencent à s'accumuler au laboratoire, montrant vraiment l'importance de cette localisation du microbiote avec les problèmes métaboliques chez l'homme. Vous voyez ici, ce qu'on était capable de faire, c'était... Donc ici, on est chez l'homme, désormais, on n'est plus chez la souris, on est chez l'homme. Exactement même marquage, exactement même observation, ici avec des biopsies du côlon. Donc on est capable d'aller récupérer des petits bouts de côlon chez des patients, soit métaboliquement sains, c'est-à-dire sans diabète de type 2, soit avec diabète de type 2. Et en fait, quand on met toutes ces données ensemble, vous voyez ce qu'on observe. On observe clairement que les patients qui sont métaboliquement atteints, c'est-à-dire avec un diabète de type 2 ici relativement sévère, eh bien on a cet empiètement du microbiote et le fait on retrouve à chaque fois ces bactéries qui se sont rapprochées de l'épithélium. Inversement, si on regarde des patients métaboliquement sains sans diabète de type 2, eh bien on voit qu'on garde bien cette zone de stérilité ici à la surface de l'intestin. Donc vraiment, on continue vraiment de travailler sur ces aspects-là et essayer de comprendre quels sont les facteurs qui peuvent ici conduire à cet empiètement du microbiote au sein de l'intestin. Et encore une fois, les additifs alimentaires et notamment les agents émulsifiants semblent être vraiment un acteur clé dans ces altérations fonctionnelles du microbiote. Et bien sûr, ce qu'on fait aussi beaucoup en ce moment au laboratoire, je ne vais pas présenter ces données, c'est d'identifier ici quelles sont ces bactéries, de manière à pouvoir un petit peu comprendre comment et pourquoi ces bactéries sont capables de coloniser cette couche de mucus qui doit normalement rester stérile. Alors ce qu'on fait beaucoup au laboratoire, comme je vous l'ai présenté rapidement, on s'intéresse beaucoup aux agents émulsifiants.
Tout ça, vraiment, les agents emulsifiants, les colorants, les édulcorants ont été autorisés pour être utilisés par l'industrie agroalimentaire, principalement parce qu'ils n'étaient ni toxiques, ni n'avaient pas de pouvoir mutagène, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables d'induire des modifications de l'ADN. Et ça, clairement, le carboxyméthylcellulose et le P80, pour ça, ils passent sans problème les tests. Ils ne sont pas capables d'induire une toxicité aiguë quand ils sont injectés aux animaux. Ils ne sont pas capables d'induire des mutations de l'ADN. Mais par contre, quand on veut vraiment étudier leur impact au long terme en santé digestive, en santé intestinale, on est obligé de faire des études très longues chez la souris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les données que je vous ai présentées, il y avait beaucoup de souris par groupe. C'est des études qui durent très longtemps. Il faut traiter les souris pendant au moins 2 ou 3 mois pour commencer de voir des impacts, etc. Et du coup, là, vraiment, c'est un petit peu pour ces aspects-là que ces additifs n'ont pas pu être testés pour leur impact sur le microbiote parce que ça nécessite vraiment des moyens qui sont assez colossaux pour tester leur impact au plus long terme en santé intestinale et aussi sur le microbiote intestinal. Et en plus, la complexité de tout ça est aussi augmentée par le fait qu'on a tout un tas de classes d'additifs alimentaires qui sont utilisés, les conservateurs, les agents emulsifiants, comme je le disais, comme je vous l'ai présenté, les colorants, les édulcorants. Et encore une fois, nous on travaille beaucoup sur les agents emulsifiants, mais il y a d'autres équipes dans le monde, notamment en Israël et aux États-Unis, qui montrent que les colorants sont aussi négatifs, les édulcorants sont aussi négatifs, etc. Donc si on rentre un petit peu dans la complexité un petit peu de la recherche qu'on mène au laboratoire, et c'est pour ça qu'on utilise de plus en plus. Je voulais vraiment très brièvement vous présenter ces données, pour vous présenter un petit peu comment on essaie de s'affranchir de ces études chez la souris. On utilise de plus en plus des microbiotes en tube ici, où en fait, vraiment très brièvement, dans chacune de ces petites cupules ici, on a un microbiote qui est humain et qui est stabilisé, qui est complètement indépendant de ses petits voisins ici. Donc en gros, ce qu'on est capable de faire au laboratoire, c'est de remettre en culture ici des microbiotes de donneurs individuels, soit de donneurs sains, soit de donneurs atteints de pathologie. Et on est capable de regarder quel va être l'impact de certains additifs sur ces microbiotes en tube. Et c'est exactement ce qu'on vient de faire, ce qu'a fait Sabrine Naimi récemment au laboratoire, montrant déjà, alors ici en fait, pour faire simple, plus la barre va monter haut, plus le microbiote va être altéré, plus le microbiote va devenir pro-inflammatoire, plus le microbiote va être négatif en santé, va avoir un pouvoir inflammatoire qui va être augmenté. Déjà, ce que Sabrine a augmenté, c'est que le carboxyméthylcellulose et le polysorbate 80 sont en effet bien capables d'altérer ce pouvoir pro-inflammatoire, d'impacter de manière négative le microbiote intestinal. Ce qu'elle a observé, c'est un petit peu la bonne nouvelle de cette étude, c'est que tous les agents emulsifiants n'agissent pas de la même manière et elle a pu montrer notamment que les mono- et diglycérides, d'ATEM et la lécithine de tournesol semblent être complètement inoffensifs pour notre microbiote intestinal en termes de pouvoir pro-inflammatoire et d'altération compositionnelle et fonctionnelle. La mauvaise nouvelle de cette étude, malheureusement, c'est que la grande majorité des agents emulsifiants qu'on a testés dans cette étude avaient en fait un impact négatif sur le microbiote qui était très très similaire au CMC ou au P80, donc montrant vraiment quand même que beaucoup des agents emulsifiants utilisés par l'industrie agroalimentaire actuellement semblent être négatifs pour le microbiote intestinal humain. Et ici, on avait vraiment utilisé des donneurs sains pour cette étude. Et vraiment, le dernier message, la dernière observation faite par Sabrine, qui selon moi est très importante, c'était l'observation concernant 2 classes d'additifs qui sont les carragénanes ici en rouge et certaines gommes, le guar gum et locust beam gum, qui, les carragénanes et les gommes, d'une manière générale, sont très largement utilisées en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis, dans les produits transformés, parce qu'ils favorisent aussi, ils ont des propriétés d'agents émulsifiants, mais aussi texturants, donc ils sont très largement utilisés. Et on avait vraiment un impact qui était très négatif sur le microbiote intestinal, à la fois d'un point de vue compositionnel, mais aussi fonctionnel, et notamment sur le pouvoir pro-inflammatoire. Donc voilà pour un petit peu les recherches qu'on mène au laboratoire. Et les derniers aspects sur lesquels je voulais conclure concernent vraiment ces variations interindividuelles du microbiote, puisque comme je vous l'ai dit, et c'est vraiment un petit peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'était vraiment la complexité de tout ça. C'est-à-dire qu'ici, on a tout un tas d'agents émulsifiants, vous voyez qu'on les étudie à chaque fois un par un, donc maintenant se pose la question des effets cocktails. Très probablement, on va avoir des effets synergistiques entre ces différents additifs, puisqu'ils n'agissent pas forcément de la même manière. Ici, encore une fois, on n'est qu'au sein des agents émulsifiants, mais il faut désormais qu'on passe aux effets cocktails en combinant les classes d'additifs, avec les édulcorants et les conservateurs et les colorants notamment qui ont des rôles sur le microbiote intestinal. Et pour en plus rajouter de la complexité à tout ça, on se rend compte que tous les microbiotes ne répondent pas forcément de la même manière
aux agents émulsifiants, aux édulcorants et aux colorants. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, tout un tas de recherches qui sont en train de s'accumuler, à la fois dans mon laboratoire, mais aussi dans d'autres équipes à travers le monde, montrant que vraiment que chaque microbiote va être complètement unique dans sa capacité à répondre à certains additifs alimentaires. Et encore une fois, ceci est lié au fait que chaque microbiote est unique, contient une combinaison de bactéries qui va être unique et qui fait que votre microbiote ici, à chacune des personnes qui est en train de m'écouter, est vraiment unique à la fois dans sa composition, sa fonction, mais aussi dans sa capacité à répondre et à tolérer certains additifs alimentaires. Et ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans notre première étude pilote, qui était randomisée en double aveugle chez l'individu sain, où on a traité au carboxyméthylcellulose un groupe d'individus, et on a clairement observé ce fait-là, qui était que vraiment on avait des individus qui toléraient de manière relativement normale et de manière complètement... Le carboxyméthylcellulose semblait être complètement inoffensif chez ces individus-là, tandis qu'on avait d'autres individus qui avaient un microbiote qui était vraiment très particulier et qui, quand on l'exposait au CMC, avait une réponse inflammatoire qui était très très exacerbée chez ces individus. Et ça, c'est vraiment un petit peu la recherche qui nous mène en ce moment et qui nous motive au laboratoire, c'est vraiment d'essayer de comprendre cette hétérogénéité de réponse et bien sûr, est-ce qu'on peut utiliser nos données au laboratoire pour prédire cela de manière à ce que, par exemple, clairement, il y a d'autres études un petit peu épidémiologiques, et je vais finir sur ces aspects-là. Il y a certaines études épidémiologiques qui montrent que les agents émulsifiants et les additifs alimentaires joueront un rôle dans le développement de la maladie de Crohn. Eh bien, est-ce qu'on peut utiliser nos données ici de prédiction pour, quand un nouveau patient est diagnostiqué avec une maladie de Crohn, lui faire une analyse de son microbiote et prédire et lui mettre en place une nutrition personnalisée, de manière à ce que s'il a un microbiote qui est sensible à ces additifs, eh bien, il arrête de les consommer. Mais par contre, s'il a un microbiote qui est résistant, pourquoi l'embêter à arrêter de consommer ces additifs alimentaires-là si son microbiote est plutôt résistant aux altérations induites par ces additifs? Donc voilà, on essaie vraiment de comprendre et de mieux caractériser ces variations interindividuelles ainsi que tous les mécanismes qui sont sous-jacents. Donc voilà, essayer de comprendre un petit peu en quoi le microbiote joue ce rôle de carte d'identité, d'empreinte digitale dans notre vie. Alors, on pourra en parler un petit peu aux questions. Il y a tout un tas de compagnies. Vous pouvez vous faire analyser votre microbiote à l'heure actuelle par des compagnies. Là, tout de suite, maintenant, à l'heure actuelle, ces données sont complètement inexploitables puisqu'il nous faut des analyses de microbiote au sein de populations. On est encore au stade de la recherche. Par contre, dans un futur plus ou moins proche, est-ce qu'on pourra utiliser des données du microbiote en thérapie, en médecine, en nutrition personnalisée? Ça, clairement, j'en suis convaincu. Donc vraiment, pour conclure, je voulais juste conclure en disant que les interactions entre alimentation ultra transformée et microbiote sont très très importantes. Mathilde a présenté tout un tas de données montrant vraiment qu'on a un lien entre nourriture ultra transformée et santé et pathologie digestive, diabète de type 2, cancer. Donc il y a aussi toutes ces études qui sont en train vraiment de s'accumuler entre alimentation ultra transformée, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc. Donc on a vraiment tout un tas de données qui sont en train de s'accumuler. Il y a aussi ces données qui sont assez intéressantes, où, notamment chez les patients atteints de maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique, avant, l'alimentation était complètement mise de côté. Moi, je me souviens, quand j'ai fait ma thèse, je travaillais sur une bactérie impliquée dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. L'alimentation, on ne se posait même pas la question, on n'avait rien à faire. Désormais, les choses sont en train de changer. Vous voyez, des études un petit peu plus récentes, et notamment chez les patients atteints de maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, désormais, sont suivis par des diététiciens et on commence vraiment de remettre en place l'importance de l'alimentation dans la survenue de ces pathologies. Et il y a tout un tas de régimes alimentaires qui ont été développés et qui montrent vraiment un rôle important comme étant anti-inflammatoire et permettant à ces patients atteints de maladie de Crohn et rectocolite hémorragique d'avoir une meilleure évolution de la pathologie. Et vous voyez que la majorité de ces régimes alimentaires n'autorisent pas la présence d'édulcorants ni d'agents émulsifiants. Alors, bien sûr, ce ne sont que des corrélations. Vous voyez que ces régimes alimentaires bannissent aussi tout un tas d'autres produits, tout un tas d'autres facteurs alimentaires, mais clairement, nous, ce qu'on pense, c'est ce qu'on est en train d'essayer d'étudier avec plusieurs collaborations, c'est qu'il y a un lien entre la présence de ces additifs, du moins l'interdiction de ces additifs alimentaires-là dans ces différents régimes et l'impact bénéfique qu'ont ces régimes en santé digestive et en santé inflammatoire. Et donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui a été présenté par Mathilde, donc je vais passer sur ça, vraiment montrant qu'il y a un lien entre la consommation de ces additifs alimentaires-là et tout un tas de pathologies inflammatoires, notamment le diabète de type 2. Donc vraiment, pour conclure, ces interactions sont très très importantes, alimentation transformée, microbiote, ces interactions sont très très importantes, mais encore une fois, je voulais finir
avec la complexité. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout un tas d'additifs qui sont utilisés. Donc nous, on travaille beaucoup sur les agents émulsifiants. Il y a aussi les nanoparticules qui peuvent avoir un rôle dans la survenue de l'inflammation. Les colorants, désormais, il y a une étude il y a 3 ans qui a montré qu'ils pouvaient aussi conduire au développement d'inflammation intestinale chronique. Les édulcorants qui, eux, joueraient un rôle dans le développement de l'intolérance au glucose et certaines dérégulations métaboliques. Donc voilà, complexe dans le sens aliment, mais aussi complexe dans le sens microbiote, où encore une fois, tous les microbiotes ne vont pas forcément répondre de la même manière, donc il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour essayer de comprendre ces interactions entre alimentation transformée et microbiote en santé et en pathologie digestive. Et vraiment pour finir, voilà, tout un tas de collaborations à travers le monde, l'équipe qui travaille au quotidien sur ces aspects-là, pendant que moi, je suis là en train de vous présenter ces données, eux, ils sont en train de travailler. Donc voilà, je les remercie jamais assez. Et je pense que maintenant, on va prendre les questions communes entre Mathilde et moi. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci.